Un an et demi après leur victoire en Coupe du Monde et alors que l'équipe de France vient tout juste de gagner son billet pour l'Euro 2000, nous avons rencontré nos héros du 12 juillet 98. C'est à Londres qu'Emmanuel Petit nous a reçus en compagnie d'Agathe de la Fontaine. Il nous parlera de sa passion pour le football, de mode et d'amour. Depuis son hôtel à Arsenal, Thierry Henry reviendra sur son ascension fulgurante, de la cité des Ulysses jusqu'à la pointe de l'attaque française. Big Chent Lizarazu nous emmènera faire un tour dans son Pays Basque natal avant de nous faire découvrir sa nouvelle vie à Munich. Ensuite, direction Madrid, où Christian Carambeu se souvient de la Nouvelle-Calédonie et de la rencontre avec sa femme, la belle Adriana. Enfin, Lilian Thuram nous retracera son itinéraire qui l'a conduit d'Anse-Bertrand en Guadeloupe jusqu'à Parme en Italie. Mais juste avant, un petit retour en arrière. Sans plus tarder, direction l'hôtel de ville pour l'événement mondial de la soirée. Ça y est, c'est fait Caroline, la France est donc championne du monde. Ah oui, champion du monde pour la première fois de l'histoire du foot français. Et je peux vous dire qu'ici, c'est le délire complet. Lorsque Petit qui vient de marquer le 3e but pour la France, 3-0 pour la France, ça a été l'explosion à quelques secondes de la fin du match. Non madame, on l'aurait pu gagner avec 7 buts. Mais sauf qu'on l'a hésité un petit peu, mais en tout cas on l'a gagné, c'est déjà bien. Ah, moi je suis ravie, c'est génial, c'est génial. Et gagner le Brésil 3-0, alors c'est fantastique. J'adorais déjà le foot, mais en plus maintenant je pense que le foot m'a fait vraiment rêver et tous les jeunes sont tous d'accord, c'est vraiment un rêve. Puis là d'être champion du monde, c'est magnifique. On est champion du monde, on a tout gagné. Il récupère Dugarry, il voit, il va mener le contre-attaque et il y a 3 Français qui partent sur la contre-attaque, notamment Emmanuel Petit qui va marquer le 3e but et 3e but, 3-0. Ils sont tous ensemble, la France entière est championne du monde de football, historique, inimaginable. Pour moi, c'était écrit, le fait que c'était France-Brésil, je veux dire, c'était impossible qu'on perde. France-Brésil, pour moi, c'était, tu vas sur le terrain, 1h30 heureux, c'est le rêve, quoi, le rêve. C'est un truc, c'était vraiment bizarre. Les rares fois où j'ai marqué un but, je ne me rappelle pas du tout de l'action. Grande fierté, vraiment très grande fierté, d'avoir gagné le plus beau trophée qui puisse se gagner dans le foot, de l'avoir fait en France et surtout dans l'esprit. Tu dis ouais, bon ça arrive toujours, t'as l'impression que ça arrive toujours qu'aux autres. Tu dis à moi ça peut pas m'arriver ça, c'est impossible. C'est indescriptible comme émotion, c'est pas possible. Par contre là, la réalité c'est le lendemain, où là il y a des milliers et des milliers de personnes qui défilent pour voir ces champions. Et là, il y a des milliers de personnes qui foulent les Champs-Élysées. Impossible de passer parce que normalement le défilé devait se prolonger. Et non, on s'est arrêté en plein milieu. Je dirais que l'original, quand tu la portes, la première impression que tu as, c'est que tu dis putain, elle est lourde, elle est très lourde. Et je me dis, elle est vraiment aussi belle que moi, quand j'étais gosse, que je collectionnais des photos de joueurs. Et c'est vraiment des photos marquantes du style de la Coupe du Monde ou certains stades au monde. Et c'était un rêve quoi, de voir certains joueurs comme Maradona brandir cette Coupe du Monde. Parce que tu regardes, on dirait de loin, c'est un effet optique, on dirait une main, comme un geste d'espoir, tu vois, qui tient la terre dans ses mains. Comme si il fallait toujours espérer, tu vois. Mais avant de pouvoir soulever cette fameuse Coupe du Monde, il a fallu entre autres battre l'Italie, en passant par la terrible épreuve des tirs au but. Si tu ratais le penalty, quoi, c'était fini, quoi. Pas de Coupe du Monde. Pour un penalty, t'imagines. Un penalty, c'est bête, mais c'est 50-50, quoi. Tout le monde sait tirer un penalty. Tout le monde, à l'entraînement, des fois pour m'amuser, je tire des penalties. À l'entraînement, je tire du pied droit, du pied gauche, je tire en arrière. Mais quand tu arrives là, en quart de finale de Coupe du Monde, t'as l'impression que le but il est tout petit. Sur le moment, tu vois, si j'avais réfléchi vraiment, si tu réfléchis à tout ce qui s'ensuit, si tu le rates, tu vas pas. Hein. Si tu me disais tirer, je vais pas là. T'es fou, je vais pas. Par contre, sur le moment, je pouvais pas ne pas y aller. Je dois y aller.
touché la Coupe du Monde, j'ai pas pleuré. Il y a eu vraiment des trucs des moments vraiment émouvants pendant la Coupe du Monde, j'ai pas pleuré. Et je suis arrivé à la Désirade. Il y avait pas beaucoup de monde, mais c'était les gens que je voulais voir, quoi. Et j'ai pleuré dans les bras de ma grand-mère pendant au moins 10 minutes. Pendant au moins 10 minutes, je suis resté dans les bras de ma grand-mère et j'ai pleuré. C'est à l'Élysée, au nom de tous les Français, que le président de la République immortalisera cet exploit en leur remettant la Légion d'honneur. Monsieur le Président de la République. Merci, les Bleus, pour ces moments uniques que vous nous avez fait vivre. Merci pour ce bonheur immense. Merci pour l'image de la France et pour l'ambition que vous avez imprimée dans notre cœur. Moi, comme j'ai toujours dit, tu vois, on me la donne, je la prends. On me la donne, je la prends, mais je pense quand même que ça a dépassé... à mon avis, c'était plus pour marquer le coup. C'était pour moi, personnellement, c'est un peu trop pour moi, parce que je pense qu'il y a... Par exemple, je sais plus c'est quelle histoire, un Sénégalais qui avait fait la guerre. Il allait avoir 100 ans, je crois. 100 ans. Et il est mort la veille où on devait lui remettre la Légion d'honneur. Et tu vois, ça me fout les boules parce que moi, j'ai rien fait, quoi. Quand même, lui, il a connu des trucs vraiment durs. Or que toi, t'as fait quelque chose qui te plaisait. Et on t'a donné... Enfin, bref. J'ai vraiment été... Franchement, j'étais vraiment mal quand j'ai entendu ça. C'est vrai que quand je revois les images ou quand je regarde des bouquins sur la Coupe du Monde, ce sont cette sensation de nostalgie qui vient et qui m'aide pas vraiment pour le présent. Donc j'essaie de mettre tout ça de côté, j'essaie d'en parler le minimum possible, mais en même temps, c'est vrai que l'attente des gens, c'est qu'on en parle. Et évidemment, on te pose des questions dessus, et évidemment, il faut en parler, il faut exprimer un petit peu des émotions. Mais dans la vie de tous les jours et par rapport à mes objectifs présents, ça m'aide pas. Heureusement qu'on a eu un génie noir qui est sorti de sa boîte hier et qui nous a fait des choses extraordinaires, puisque tous les matins, je lui disais, toi, tu ne marqueras jamais un but. Alors je suis très mal aujourd'hui. J'en reviens pas, ouais, toujours pas, quoi. Alors attention, l'égalisation immédiate de Thuram. Thuram qui égalise immédiatement après. Jordan lui remet bien dans sa course de l'intérieur. Thuram égalise pour l'équipe de France. Jarny, attention, Thuram qui perd le contrôle de la balle. Mais pas pour longtemps, il frappe. Mais le but de Thuram, but de Thuram qui a vu l'espace et qui a frappé à l'instant. Il marque Thuram. Et l'équipe de France a joué. Peut-être le but qui va conduire les Français à la finale de la Coupe du Monde. Oh, quel but! Je prends ça comme une récompense que peut-être que je suis quelqu'un j'essaie toujours de travailler. Et là, c'était la récompense. On dit, tiens, voilà, aujourd'hui, cadeau. Régal de but. On a vécu quelque chose de tellement beau qu'on voulait ce soir leur rendre aussi hommage à ces gens qui nous ont donné autant de plaisir. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Etc. Du Stade de France à l'Élysée et de l'Élysée au studio télé, l'effet Coupe du Monde fait son chemin. Nos footballeurs sont devenus de vraies stars. À la télévision comme ailleurs, on se les arrache. Les Bleus sont partout. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là pour cette année en Français, pour nous, quel outrage. Quel transport, il doit exciter. Quand on est champion du monde, je crois que tous les supporters, même s'ils ne sont pas français, ont envie de voir l'équipe de France et ont envie d'avoir des autographes. Je m'en suis rendu compte en Allemagne, au Bayern. C'est vrai que bon, depuis, on me parle très souvent de ce titre-là, où on m'appelle tout simplement World Champion, des choses comme ça. Ou si par exemple à l'entraînement je fais une erreur technique, il me dit c'est pas digne d'un champion du monde, des petites choses comme ça. Élevés au rang de stars, nos champions du monde gardent la tête froide et ont pour priorité de rester eux-mêmes. Les regards sont beaucoup plus braqués vers nous, mais
Mais je me fixe pas là-dessus. C'est-à-dire que des fois, je me mets une carapace, quoi. Que je suis tranquille et que non. Que des fois, je joue le jeu en disant non, c'est pas moi. Moi, le jour où mon frère ou mon ami, le vrai, quoi, il vient me voir et me dit Thierry, t'as changé. Là, je sais qu'il m'a connu depuis que je suis petit, il me connaît, on a toujours été ensemble, mon frère a toujours été ensemble. Mais bon, le mec que je connais depuis 2 mois, il vient me dire ça, ça vraiment, ça va même pas m'effleurer. Mon statut n'a pas changé après la Coupe du Monde ou avant la Coupe du Monde ici en Angleterre. Parce qu'ici, la culture du football est immense. En France, par contre, après la Coupe du Monde, c'est vrai que les gens me regardent différemment. Moi, ça fait partie de mon curriculum, je veux dire. Être champion du monde, champion d'Europe, etc. Ça fait partie de mon curriculum. Je suis ici pour bosser. Je suis venu de mon île pour venir bosser en France. Point, il n'y a rien d'autre. Peut-être qu'auparavant, j'avais l'étiquette d'un chat noir en équipe de France ou peut-être l'étiquette d'un joueur dont on savait qu'il avait des qualités pour exploser au plus haut niveau, mais quand on se disait finalement il restera un bon joueur, c'est tout, quoi. Moi, je pense que c'est surtout, je dirais, cette communion qui s'est passée avec les joueurs. Depuis longtemps, on avait beaucoup de complicité. Depuis longtemps, on avait mis en place cette force et cette intensité, cette générosité. Et enfin, le public français nous a reconnus. Londres, 11 août 99. Comme dans le reste de l'Europe, l'Eclipse offre un spectacle unique. Les Londoniens sont éblouis. Emmanuel Petit n'échappe pas à la règle. La prochaine, c'est en 2080, à mon avis. Faire du monde, ouais. Et Paco Rabanne, il avait raison finalement. En attendant la fin du monde, Emmanuel Petit nous emmène chez lui en compagnie de son amie Agathe de La Fontaine pour quelques révélations surprenantes. Les premiers souvenirs d'enfance, c'est quoi? Oh, j'étais un grand voleur. C'est un roman que tu prépares, ça, ou quoi? Oui, on regarde. Non, c'est vrai, j'adorais voler, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ah oui, je comprends. Je te vois. Non, mais c'est vrai en plus, ça. Mais tu volais quoi Non, mais c'est vrai. Je voulais tout, la nourriture, de l'argent. Et pas de quoi manger à la maison, je tirais tout. Non, c'est vrai. Non, mais ma jeunesse. J'avais beaucoup de copains, j'ai joué beaucoup au football. Je faisais strict minimum à l'école. Ouais. Je trouvais ça rébarbatif de rester, je sais pas moi, 7-8 heures d'affilée chaque jour à l'école. Au bout de la 2e heure de cours, dès le matin, mon attention, elle était plus là, quoi. Donc, j'avais qu'une envie, c'était aller courir. Donc, il n'y a pas grand-chose à raconter puisque je suis parti jeune quand même, à 11 ans. Puis, quand tu es jeune, j'ai pas beaucoup de souvenirs quand je suis gosse. Bon, merci Petit. Quelques jours après le sacre mondial, les champions du monde rentrent au bercail. C'est ainsi qu'Emmanuel Petit retrouve sa Normandie natale. Fait citoyen d'honneur de Saint-Nicolas d'Aliermont, Emmanuel est ici un véritable héros. Très jeune, Manu a tranché. Il veut vivre sa passion et devenir footballeur professionnel. Mais le soutien de la famille est indispensable. Est-ce que tes parents t'ont laissé faire ce que tu avais envie de faire? Ils sont pas bloqués, quoi? Ah non, au contraire. Ils m'ont toujours encouragé. Déjà, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Vachement bien. Ouais. Ça a été vraiment un plus. Parce qu'à l'époque, dans le Nord, à cette époque-là, les familles, c'était
C'était dur de vivre des fois. Mais bon, on n'était pas dans le besoin non plus, mais c'était pas tous les jours facile, quoi. Et bon, les équipements à cette époque-là, ça coûtait très cher. Et pourtant, on était à tous les déplacements. Mes parents nous amenaient à chaque entraînement, nous payaient chaque équipement. Ils ont contribué à ce que je suis, ce que je suis actuellement, quoi. Ça vient d'où? Toute la famille joue au foot? Ton père jouait ou... Mon père a joué à un niveau quand même élevé à son époque. Et il a donné dans les gènes, il a transmis cette passion. Mon grand frère décédé aurait très bien pu faire une carrière professionnelle, mais lui c'était le Einstein de la famille. Il était vraiment très très doué dans les études. Mon deuxième frère David était également très doué, je pense même qu'il était meilleur que moi. Je crois qu'il lui a manqué un petit peu de chance. Tu me disais, oui, la mort de ton frère. Alors ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement marquant et choquant pour toi. C'est le fait que mon frère soit mort sur un terrain de football, ça a eu un effet double. Dans la mesure où ça a coïncidé avec mon entrée chez les professionnels à Monaco. Et j'ai longtemps considéré que c'était ma responsabilité. C'est-à-dire que c'était comme un sacrifice divin. Il fallait que je passe par là pour devenir professionnel. Et je l'ai vraiment, moi je l'ai vraiment ressenti comme tel. C'est pour ça que un bout de pelouse. Chaque fois j'ai le même rituel avant chaque match, j'ai la même position sur le terrain avant le coup d'envoi, je fais exactement les mêmes choses. Je suis toujours le même rituel. Décédé sur un terrain de football suite à une rupture d'anévrisme, le frère d'Emmanuel est toujours présent dans sa mémoire. Avant chaque match, sa concentration est extrême. Regard figé, le lion d'Arsenal est imperturbable, superstitieux, en mémoire d'un frère qu'il admirait tant. Comment on a pu définir ou déceler tes capacités de joueur de foot d'exception? Très jeune. Très jeune parce que petit, tu joues bien au ballon. Déjà, j'avais pas encore ma licence qu'on me demandait de jouer à l'âge de 7 ans. Et mon premier match, je me rappelle, je l'ai joué contre mon frère et je suis ressorti avec un œil au bord noir du premier match. Ouais, je suis ressorti. Je crois que c'est mon frère d'ailleurs qui me l'a mis. Enfoiré. Et par la suite, j'ai toujours été surclassé dans toutes les équipes que je jouais, même en équipe nationale. Après, j'étais minime, j'étais surclassé en cadet. Commencer le football à 11 ans comme tu l'as fait, à 13 ans centre de formation, et hop. Tu avais très peu de chances de rencontrer des filles. De toute façon, tu n'y pensais même pas parce que du matin au soir, tu bouffais et tu vivais football. Et tu vivais avec 20 mecs qui avaient le même but, devenir professionnel. Et puis, à cette époque-là, on avait un entraîneur qui reste dans l'histoire du football français, Monsieur Pierre Tournier, qui reste un des plus grands formateurs du football français et qui avait la réputation d'être extrêmement dur. Donc quand tu pars très jeune de ton cocon familial, tu es toujours en manque d'amour, en manque d'affection, tu as toujours besoin, tu es comme une abeille qui vient toujours butiner, tu vois, pour se sourcer. Quand tu as quelqu'un derrière qui est là, toujours à te pousser au maximum, toujours, c'est très dur, mentalement c'est très dur. Après des années de travail en centre de formation et de nombreux sacrifices personnels, Petit touche enfin au but à Monaco. Quand Arsène Wenger vous a dit vous allez être titulaire ce soir, qu'est-ce que vous avez ressenti? La peur, parce que jouer en première division c'est le top niveau pour un jeune. Donc lorsqu'on est sur une formation, on espère tous jouer au plus haut niveau, mais on ne s'attend pas que ça soit aussi vite, quoi. Centre parfait que Paille ne peut reprendre, contré par le jeune Emmanuel Petit qui disputait son premier match en première division. Très vite, les qualités et le talent d'Emmanuel Petit sont reconnus au niveau national. Il intègre l'équipe de France et dispute le tristement célèbre France-Bulgarie qui prive les Bleus de la Coupe du Monde en 1994. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes. À 10 secondes. Kostadinov qui m'a... C'est la fin pour l'équipe de France. La fin aussi pour Emmanuel Petit qui, après cette incroyable défaite, sera évincé de l'équipe de France par son nouvel entraîneur, Aimé Jacquet. Il y a beaucoup de gens qui me disent Emmanuel
Emmanuel Petit, quand il est parti en Angleterre, il a franchi un palier, il est devenu quelqu'un d'autre. Là, quand je discute avec les personnes qui connaissent vraiment le football, même moi, je sais faire mon autocritique, je suis le premier à la faire. Je sais pertinemment que jouer devant 3000 spectateurs à Monaco avec 2 journalistes dans les tribunes, c'est sûr que médiatiquement, c'est pas un plus. Et vous avez beau faire des super matchs ou des bons matchs en Coupe d'Europe, on parlera de vous quoi, peut-être un jour ou deux, et basta. Par contre, si vous faites un match super en Coupe d'Europe devant 60 000 personnes et qui en transmis dans la plupart des, je sais pas, dans une centaine de pays, là, ça prend une ampleur tout à fait différente. Je crois que le fait d'être venu en Angleterre, ça m'a apporté la reconnaissance que j'ai toujours attendue, que je n'avais pas en France. J'ai fait débuter Emmanuel comme défenseur central. Il a été très tôt en équipe de France. Il est repassé par une phase de 5 ans, pratiquement sans jouer, en équipe de France. Mais naturellement, ça a toujours été un très bon joueur. Il a cette force intérieure dans les moments importants, qu'il bouffe énormément de jus, mais il a quelque chose qui transcende de lui, qui sort de lui, qui émane de lui. Il a une force mentale terrible. Arsène, en occultant le fait qu'il soit mon entraîneur, qu'il ait été mon premier entraîneur et qu'il a été la première personne à me faire confiance au plus haut niveau, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est une personne extra sportive, c'est des personnes qu'on rencontre rarement dans sa vie. Cela dit, tu dis toi-même que tu t'es pas très bien comporté avec lui quand tu étais à la fin à Monaco, tu regrettes un peu. J'ai lu ça dans la presse. Bah, quand on est jeune, on s'imagine qu'on est invincible, surtout lorsqu'on a le défaut de la jeunesse, c'est de se croire tout permis et d'avoir une surestime de ses capacités. Ouais. D'être sûr, trop sûr peut-être. Exactement, on croit toujours détenir la science infuse quand on est jeune. Recruté par Arsenal en 97, Emmanuel Petit est devenu le chouchou des Londoniens. Mais il faut dire que le Frenchie leur rend bien, même si son cœur est ailleurs. Certaines fois, j'ai du mal à m'y faire parce que je suis français avant tout et j'adore mon pays. Je me rends compte que lorsqu'on rentre par intermittence dans son propre pays, on se rend compte du merveilleux pays qu'on a, quoi. Bon, bah c'est Noël pour les gens qui attendent. C'est vrai que les gens, ils ont un respect que j'ai rarement rencontré ailleurs. On s'imagine que parce qu'on est connu, les gens, à chaque fois, ils ont un comportement différent qu'avec le commun des mortels. Mais en Angleterre, c'est complètement différent. C'est une culture. Ils sont respectueux de beaucoup de choses. Mais ça m'a très vite plu parce que j'ai une mentalité qui correspond un peu à ça. Donc je crois que ça, ce qui m'a plu en premier lieu chez les Anglais. Tiens, c'est un paparazzi, ça. Sa popularité outre-Manche lui a même permis de jouer les guest stars dans une sitcom à la télé anglaise. Emmanuel Petit. That's right. Well, I'll be damned. Alors attends, le foot c'est une passion, mais est-ce que ça veut dire que tu as une autre passion ou qu'il y a autre chose de passionnant qui te... L'amour. Ah oui, il faudrait que moi c'est... non, mais c'est vrai, mais parce que chez moi ça tient une place primordiale. Je peux pas vivre sans amour, ça c'est impossible. D'ailleurs, je peux pas rester, je suis pas un carriériste. Tout ce qui m'arrive, je le fais dans le football, c'est très bien. Je me défonce à fond sur un terrain de football, il n'y a aucun quiproquo là-dessus. Mais si demain on devait m'enlever le football, je serais terriblement déçu. Mais si on devait m'enlever l'amour, je ne pourrais pas vivre. Aimer, un sentiment, avoir des émotions et de l'amour partagé, quoi. Ouais, quand tu as des coups durs dans la vie, si tu as l'amour autour de toi, tu arrives toujours à t'en sortir. Par contre, si tu as ton job, tout va bien, c'est génial, machin, et que tu n'as pas d'amour, il te manque toujours quelque chose, quoi. C'est comme on disait tout à l'heure, on peut te foutre dans le plus beau palais du monde, si tu n'as pas une personne avec qui tu partages ça, à quoi ça sert? Depuis 1 an maintenant, Emmanuel Petit partage sa vie avec la comédienne française Agathe de la Fontaine.
J'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Je sais que au début, quand on s'est rencontrés, ça a fait parler beaucoup de personnes, notamment le microcosme parisien. Mais qu'importe, qu'importe. Mais il n'y a pas que le football. Emmanuel a une autre passion, la mode. J'ai investi à hauteur de 50% ici avec Jean-Claude et ses associés. Ouais. Disons qu'on est associés. Ouais. Au départ, c'était plus une amitié qui s'est transformée en histoire d'affaires, quoi. Le fait d'investir là dans une boutique, c'est la passion, le coup de cœur, t'aimes bien les fringues. Et en plus, ça marche. Est-ce que ça veut dire que tu pourrais imaginer autre chose ou de créer ta propre ligne? J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que tu y as déjà cogité? Oui, j'ai souvent cogité à créer une propre marque. Dans les fringues, je ne sais pas, parce que bon, la concurrence est extrêmement rude. Et il faut quand même avoir beaucoup de talent, quoi, pour se lancer là-dedans. Avant tout, il faut avoir du talent et après, il faut avoir les capitaux. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vis pas dans les rêves. Donc je crois que le plus simple pour moi, c'est de m'associer avec, si les personnes le veulent, comme Jean-Claude J3, quoi. Eux ont le pouvoir dans les mains, ils ont le talent de pouvoir dessiner des choses merveilleuses. Donc moi, j'ai pas ce talent-là, j'ai le talent des pieds, mais pas des mains. Donc Emmanuel Petit, futur businessman ou top modèle, une affaire à suivre. En attendant, Manu reste une star du foot et de la pub. Salut, avant, quand une marque voulait s'offrir une grande star pour sa pub, elle se tournait généralement vers Hollywood. Et puis dans les années 80, on a plutôt regardé du côté des top modèles. Aujourd'hui, les stars que l'on s'arrache s'appellent Zidane, Ginola, Pérec, Douillet ou Lizarazu. Vicente Lizarazu, comment êtes-vous venu au foot? Il y a pas mal de joueurs d'équipe de France qui ont participé à des pubs. Mais je trouve que c'est bien parce que d'une part, en termes d'image, ça peut être positif si c'est bien fait. C'est des nouvelles expériences. En plus, tu es payé pour ça. Donc, je veux dire, c'est un ensemble de choses qui est quand même intéressant. Et je me suis dit, faut qu'il l'arrête. Là, je pensais à mon fils et je me disais que c'était le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Les publicitaires n'ont pas hésité à reprendre quelques moments forts de la Coupe du Monde, comme le fameux geste de Thuram en demi-finale. Et je me disais, il faut pas que j'oublie. Il faut pas que j'oublie. Parce que tout le monde me demande pourquoi tu as fait ça, mais en fait, parce que souvent, les mecs, quand ils marquent, tu vois, ils enlèvent leur maillot, ils font des pauses et tout. Et là, tout le monde croyait que c'était une pause. Mais en fait, c'était pas une pause, c'était... Qu'est-ce qui t'arrive? On va les manger. C'est peut-être choquant ce que je veux dire, mais j'ai refusé énormément de publicités. Et pourtant, il y avait des publicités qui étaient extrêmement correctes, pas financièrement parlant, mais aussi d'un point de vue le concept, storyboard, enfin tout ce qu'il y avait derrière, quoi. Je dirais c'était costaud. Mais bon, par manque de temps, je veux dire, mon travail me prend tellement de temps, ça restera toujours ma priorité. Et j'ai pas envie de mettre en péril mon travail parce que, je veux dire, j'ai quelqu'un qui me paye très cher pour faire mon métier. Je dois répondre présent par rapport aux fans, par rapport à mes coéquipiers, et puis par rapport à moi-même aussi. Je peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi. Tu vois ce nœud là? C'est pour pas que j'oublie de marquer contre le Danemark. Et tu vois ces nœuds là? C'était en finale contre le Brésil. Faut pas que j'oublie de marquer le dernier. Et Manu, ce nœud dans les cheveux, c'est quoi? Oh non. En pourcentage, qu'est-ce que ça représente de vos rémunérations? Le meilleur des cas, ouais, ça peut représenter plus de 40%. Ouais. Mais bon, c'est loin des chiffres que j'ai vus dans la presse. Ça me fait toujours rigoler. Je sais pas où trouve ces... c'est plutôt moi qui fous dans la merde, quoi. Je veux dire, quand je vois les chiffres qu'ils disent dans la presse, après j'ai un contrôle fiscal, ce que j'ai eu là il y a pas très longtemps. Donc je me dis quand même... je sais pas, moi je suis prêt à leur faire voir les chiffres, il n'y a pas de problème. Quand j'ai vu qu'Opel, soi-disant, m'avait donné 5 millions de francs, j'ai dit, oh là là, oui, d'accord. Il faut se calmer là, parce que ça va pas du tout, ça. Je vous connais, vous. Vous faites du cinéma, non? Non. Ah oui, vous êtes Lilian Thuram.
Lui, c'est bien Lizarazu. Il n'hésite pas à jouer aux apprentis top modèles le temps d'une séance photo. J'ai un peu fait ça pour certains joueurs de l'équipe de France qui me chambrent un peu pour mon côté décontracté et pas trop mode en fait, parce que c'est vrai que je suis pas très branché mode et je suis pas tout le temps à faire les magasins pour trouver des nouvelles sapes. Ma mère qui tout le temps me dit écoute, ça serait bien que tu t'habilles un peu mieux, que tu fasses un peu plus d'efforts, donc j'ai fait ça un peu pour ma mère et puis pour quelques potes de l'équipe de France. Lisa, Petit, Zizou, Pires ou encore Carambeu, les Bleus et la pub, ça marche très fort. Excellent vecteur en termes d'image, tous les héros du mondial sont courtisés par les publicitaires. Tous, enfin presque. Thierry Henry et la pub, pour l'instant j'en ai pas fait donc ça va vite. Thierry Henry, vous le retrouverez juste après la pub dans son hôtel londonien. Vous succomberez au charme de Bichente et Lizarazu du Pichoun. Christian Carambeu et sa femme Adriana vous donnent rendez-vous à Madrid. Et c'est à Parme que nous accueillera la famille Thuram. Tout juste enrôlé chez les Gunners d'Arsenal où évolue déjà Emmanuel Petit, Thierry Henry débarque à Londres après un passage éclair en Italie à la Juventus de Turin. Pelé, première. Thierry Henry, où là on est dans l'hôtel où tu es installé en ce moment, en fait où tu campes depuis 3 semaines. Je campe, ouais non, le plus emmerdant c'est que je suis seul, tu vois. Je suis seul, en plus je suis pas dans Londres et je parle pas anglais. Il y a pas mal de verdure et moi j'aime pas trop ça, je suis un peu plus ville, tu vois. T'es urbain, ouais. Ouais, je préfère un peu plus la ville. Mais c'est vrai que le mot camper était pas mal, ouais. Hein? Ouais, parce que t'as envie d'un chez toi à Londres, ouais, comme les potes. Comme les autres. Enfin, en ce moment, je les envie, quoi, parce que, par exemple, quand tu rentres d'un match et t'as perdu, t'as envie de te regarder un bon petit film chez toi, avec un café, des petits gâteaux, ou je sais pas, ou décompresser du match, quoi. Ça fait maintenant 1 mois que je vis à l'hôtel. 1 mois et 3 mois de la Juve, ça fait 4. Les affaires, pour l'instant, elles sont à Turin, un peu à Paris, un peu partout. T'as pas tes repères en plus, t'es pas chez toi, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis pas chez moi et il y a encore personne. Il y a mon frère qui est venu il y a pas longtemps, mais bon, je suis tout seul. Ça aussi, c'est pas évident d'être seul comme ça. Dans les couloirs de l'hôtel, des maillots ornent les murs. Lors de leur passage en Angleterre, les plus grands joueurs du monde ont tenu à laisser leurs empreintes. Après, il y a la Lazio. Après, il y a le maillot du Barça, il y a le maillot de David Platt là-bas. J'ai eu le temps de les voir depuis que je suis là. Je les analyse. Cet hôtel a beau être un véritable musée du football, c'est loin d'être suffisant pour occuper Thierry Henry. Tu te tournes, tu vois un mur de l'autre côté, un mur de l'autre côté, devant toi c'est un mur, derrière c'est un mur, donc c'est pas toujours évident. Mais après, bon, ça a été difficile de s'adapter aussi au championnat italien. Au départ, c'était vraiment difficile. Après, je me suis un peu plus fait au championnat. C'est vrai que là-bas, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de pression. Et quand t'es jeune comme ça, les gens, ils attendent pas, quoi. En plus, moi, j'ai été acheté en mi-saison et l'équipe n'allait pas bien. Donc moi, quand je suis arrivé, ils attendaient énormément de moi. Je veux dire, les joueurs m'ont aidé. Mais sur le terrain, l'équipe tournait pas bien et bon, moi aussi, j'avais du mal à donner le maximum. Thierry Henry devant Lombardo. Thierry Henry qui frappe. Oh, c'est un but. C'est un but. Il est dedans. Il est dedans ce ballon de Thierry Henry. Thierry Henry qui marque son premier but sous les couleurs de la Juve en Italie. Davids. Oh, la parade. Et le but. Le but de Thierry Henry, le doublé pour Thierry Henry, superbe. Il était là, en renard des surfaces qu'il n'est pas, mais il était là et il reprend ses bonnes vieilles habitudes de buteur. Malgré quelques bonnes prestations sur le terrain, son transfert surprise de Monaco à la Juventus de Turin est un échec. De l'Italie, il ne garde que des mauvais souvenirs. Sur la presse italienne et la presse française, il y a vraiment un décalage, vraiment un gros décalage. Ils emploient des mots des fois que c'est pas très bon à lire, quoi. Des fois, il vaut mieux pas ouvrir la presse en Italie. Ah oui, carrément. C'est violent, ça fait mal, quoi. Ouais, c'est. Pourtant, moi, je suis d'une nature, tu vois. Des fois, c'est un peu mon défaut aussi, c'est que
m'en fous un peu de tout, tu vois, je prends tout à la légère. Mais là-bas, ils m'ont eu quand même. Enfin, bref, t'as passé un mauvais moment, quoi. Bon, après il y a quelque chose qui s'est passé où j'ai dû prendre un choix et faire mon chemin. Et j'ai atterri à Arsenal. En signant à Arsenal, Thierry Henry retrouve le sourire et le plaisir de jouer. C'est Arsène Wenger, l'entraîneur français du club londonien, qui l'a fait venir. Thierry Henry, lui, je dirais que il est dans le cas de la réussite soudaine. Ce qui veut toujours dire, souvent, repasser par une phase de dépression un peu. Et parce que quand tout va très vite au départ, on pense que c'est normal et que c'est facile, que ça va toujours être comme ça. Et une carrière, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous disais, la force mentale est importante. Parce qu'on repasse par des bas pour remonter, pour les plus forts. Donc, je dirais qu'il a tous les talents de l'attaquant moderne. Il va vite, il est costaud, il est adroit, il est bon de la tête. Il a tout au départ. Et je dirais que sa carrière à lui se jouera justement sur le mental. Le Français avait enflammé le public d'Arsenal. Il s'agit de son ami d'enfance, Nicolas Anelka, avec qui Thierry Henry est très complice. Je sais pas, j'ai un feeling avec lui, je sais pas. Des fois on se regarde, on rigole, on sait même pas pourquoi. Et je lui demande pourquoi tu rigoles et il me dit je sais pas. On a été avec La Fontaine ensemble, on a joué en sélection junior ensemble, espoir. Ah, on n'a pas eu la chance de se rencontrer, on s'est toujours croisés. Ah bah là, attends, t'arrives, il part. Et en A, on s'est croisés, j'arrive ici, il part. Je sais pas, peut-être il m'aime pas. Non, non, mais Nico, on se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 13 ans. Et on s'est toujours bien entendu, on a toujours été en chambre ensemble, on a toujours tout fait ensemble. À chaque fois qu'on est en sélection, on est toujours ensemble. Moi, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a besoin de personne pour marquer un but. C'est-à-dire qu'on peut être dominé pendant tout le match, et il peut te prendre un ballon, dribbler 4 mecs et aller marquer, quoi. Et voilà, le match, il est plié. Ouais. T'as pas besoin de le servir. Attention, je dis pas qu'il faut pas le servir. J'ai dit que t'as pas besoin de le servir, quoi. Il peut prendre son ballon et aller marquer son but tout seul. Ouais. Et aussi, sa plus grande force, c'est qu'il a peur de personne. Il est sûr de lui. J'ai rarement vu ça. Autant des jeux Thierry Henry est né le 17 août 1977, d'une mère martiniquaise et d'un père guadeloupéen. Son enfance, il la passera aux Ulysses, dans le sud de Paris. Ça, c'est ton coin, les Ulysses, hein, c'est ta ville. Hein. Ouais, parce que bon, franchement, c'est quelque chose. Non, merci. C'est vraiment quelque chose dont je suis fier, tu vois. C'est quand je retourne là-bas, c'est pas attention, pas dans le sens fier, revenir. Mais je suis content de ce que j'ai fait, de faire parler de ma ville. Parce que je pense que c'est important. Souvent, on parle de ma ville et des villes, des cités assez négativement, tu vois. C'est toujours oui, ça, ceci, cela. Après sa victoire en Coupe du Monde, Thierry est retourné là-bas saluer les enfants du quartier. J'aime beaucoup les enfants, comme on a pu le voir, c'est quelque chose qui me procure une grande joie, les enfants, de les voir là. Et c'est vrai que souvent on dit que la banlieue, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est vrai que c'est pas toujours évident, il faut pas se voiler la face. Mais que ce soit football ou dessin ou n'importe quoi, moi ce que j'ai à leur dire c'est de le faire, qu'ils le fassent à fond, qu'ils n'hésitent pas. Thierry Henry peut désormais regarder vers l'avenir, mais il n'oubliera jamais qu'il y a quelques années, il n'était qu'un jeune garçon des Ulysses. Moi je pourrais en parler toute ma vie de ça. Toute ma vie de ça parce que ça me touche beaucoup et quand je rentre au quartier et je vois des fois des potes, souvent le mot qui ressort c'est que t'as eu de la chance, Thierry. Et donc je leur dis oui, la chance d'avoir eu des parents qui s'occupent de moi, ouais peut-être. À l'arrivée j'ai une bonne éducation et peut-être si j'avais pas eu cette éducation, je serais j'aurais peut-être mal tourné ou je sais pas quoi. Ouais. J'aurais été jouer au ballon je sais pas, je serais parti peut-être faire des bêtises avec les mecs. T'es dehors, qu'est-ce que tu fais, t'es dehors. Le mec fait viens, on va faire ça. Ouais, j'y vais, ouais, je viens. C'est terrible, des fois je vois des mecs, je leur dis mais vous faites quoi là? Pas rien. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais Pour moi, c'est des deux côtés. Les flics, ils cherchent les jeunes, et des fois, les jeunes, ils cherchent les flics. mais qu'est-ce que Mais quand t'entends un flic, c'est toujours le jeune qui cherche la merde. Et quand t'entends un jeune, c'est toujours le flic qui cherche la merde. En effet. C'est bête à dire, mais il y a peu de respect. Mon père est né là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici dans la misère et les prix. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Toi tu es né ici dans la misère et les prix. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont bronzées, les maillots mouillés et les bons à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. J'ai beaucoup, je veux dire beaucoup d'amis, connaissances. J'ai beaucoup de... Souvent j'appelle par exemple Doc Gynéco, je sais pas si tu connais Pete Bacardi, ou souvent je les ai au téléphone et moi j'aime bien parce que ça a été ils sont dans une autre lignée, mais c'est un peu pareil, tu vois, ils sortent de la cité, ils ont percé dans leur truc, moi j'ai percé dans mon truc, tu vois, et en plus ce que j'aime bien à chaque fois, tu vois, c'est que quand on se rencontre, c'est marrant. Moi, quand ils me voient, ils font « j'adore ce que tu fais ». Et moi aussi j'adore ce que tu fais, tu vois. Thierry Henry a choisi plutôt le football que la musique. À 12 ans, il jouait à Palaiseau, puis à Viry et Versailles. C'est vrai que moi, à partir d'un moment, comme je te disais au début, je fais ça pour m'amuser, mais à partir d'un moment, j'ai vu que j'avais quelques qualités pour pouvoir faire quelque chose dans le football. Et c'est vrai qu'après, je m'y suis mis à fond et mon père m'a beaucoup aidé aussi. Il y a des moments où c'était difficile parce que, tu sais, t'es un peu compressé. Mais je pense que s'il l'avait pas fait, peut-être que j'aurais arrêté. Il y a des moments où j'aurais arrêté parce qu'il y a des moments où j'ai eu des déceptions quand j'étais jeune. Et tu sais, quand t'es jeune, tu changes de sport vite fait. Tu commences un truc, après t'as une déception, tu fais bon, vas-y, j'arrête ce sport, tu vas faire un autre. Et lui, non, à chaque fois, il me dit c'est dans ce sport-là que tu vas réussir. Il a toujours cru en moi pour ce sport. Il faut dire que déjà à cette époque, Thierry Henry marquait beaucoup de buts, ce qui lui vaudra d'intégrer très jeune la section sport-études de Clairefontaine, le centre technique national. Ah ouais. Je suis arrivé à 13 ans à Clairefontaine. Et on allait du lundi au vendredi à l'école et à 15h on terminait les cours et on devait s'entraîner. Et donc le soir à Clairefontaine, je sais pas si t'as été, mais même si tu veux t'échapper, le temps que tu trouves quelque chose, c'est déjà le jour. Donc, non, mais tu vois, ça a toujours été comme ça. Et le week-end, je rentrais pour jouer dans mon club. Et à la maison, quand je demandais à ma mère de sortir, dans un sens, tu vois, sur le moment, tu râles parce que tes potes, ils font bon, viens, on va dans une boum. Et toi, tu fais non, j'ai un truc à faire. Tu peux pas dire, tu vois que tes parents ne veulent pas te laisser sortir. Souvent les gens pensent que tu arrives là en claquant des doigts, tu vois. Mais moi je connais des potes à moi qui étaient vraiment forts, vraiment forts, qui ont tout consacré pour le football. Et à l'arrivée on leur a pas donné un contrat pro. Donc tu te retrouves à 21 ans, tu vois, ou 20 ans, de 13 ans à 20 ans, tu as consacré tout ça et tu as toujours dit que tu allais faire ça dans ta vie, quoi. Et à l'arrivée il y a échec. À Monaco, Thierry Henry est encore stagiaire, mais ce jeune banlieusard parisien est l'espoir le plus précoce du football français. 19 ans et déjà plus de 30 matchs de D1. Le premier, c'était il y a 2 ans déjà. Wenger l'avait titularisé pour le derby contre Nice. Je me disais, il n'y a même pas une semaine, j'étais là-haut dans les tribunes et là, je suis sur le terrain. Je débute un match pour mon premier match. C'est vrai que c'était assez fort pour moi. Même après le match, j'ai eu du mal à réaliser que j'avais joué en D1, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance. Madar blessé, Anderson blessé. Moi je vois qu'il y a vraiment une hécatombe de joueurs blessés. Je me suis dit ils vont pas prendre moi je suis sur le banc en réserve. Pourquoi? Je peux pas te dire, on m'a pris moi. Bon, j'arrive dans le groupe, c'est Dan Petersen qui devait jouer avec Victor Ikpeba devant. Le matin du match, Petersen il a mal au ventre. C'est moi qui joue. Qu'est-ce que je te dise? Une opportunité qu'il ne va pas laisser passer. Au fil des matchs, il démontre toute l'étendue de son talent sans pour autant penser à l'équipe de France et à la Coupe du Monde. Je pense que je serai chez moi, de toute façon je l'ai déjà dit, je serai chez moi. Ou alors peut-être au stade, en train de regarder si j'ai une place peut-être. Mais très vite, Thierry Henry change de statut. Il devient le nouvel espoir que tout le football français attendait. Si on veut aller trop vite avec lui,
ça va être difficile d'atteindre les sommets. Les choses se font étape par étape et c'est vrai également pour Thierry Henry. C'est à lui de savoir se protéger, c'est à son club de le protéger pour ne pas aller trop vite vers la notion de star. Cependant, pour tous les spécialistes, Thierry Henry est un véritable phénomène. Il n'a désormais plus le droit à l'erreur et forcément, la pression s'installe. Une pression médiatique qu'il n'a toujours pas compris. J'étais un peu déçu parce que moi, tu vois, j'ai joué à Monaco tout tranquillement, j'ai rien demandé à personne. Et d'un seul coup, on m'a annoncé comme le nouveau Ronaldo, comme le nouveau ceci, le nouveau cela, tu vois. Rien demandé à personne. Et d'un seul coup, après, on me dit que je suis plus ce qu'on attendait de moi, alors que c'est eux, quoi, qu'on parlait de ça. Tu vois, c'est eux qui ils te montent pour quelque chose que t'es pas, quoi. Moi, je suis Thierry Henry et stop. C'est pas grave, mais j'ai lu un article où tu disais, d'ailleurs, tout le monde me dit, pense que je serai pas dans la sélection, moi j'y crois encore. Enfin, je sais pas si t'as un peu suivi, avant la Coupe du Monde, personne ne m'annonçait, tu vois, dans l'équipe. Oui. Tout le monde on m'a mis au placard alors que j'étais même pas encore sorti du placard. Ils m'ont pas laissé le temps de sortir, mais bon, un peu avant la Coupe du Monde, c'est vrai que j'ai eu une blessure à la cheville et c'est vrai que j'étais vraiment à la ramasse, je jouais pas bien. Et c'est vrai que pendant un petit moment, j'ai eu droit pendant quelques temps, il y avait mes petits articles dans l'équipe et c'était pas toujours j'avais même pas encore commencé ma carrière, on me demande est-ce que j'étais encore crédible. Grosse notoriété, hein, mais les gens sont cool avec toi. Non, mais tu vois, c'est bien, tu vois, quand les mecs, les jeunes, ils viennent comme ça, tu vois, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Si tu te baladais sur les champs, ça serait une émeute, non? T'as déjà essayé de descendre des Champs-Élysées comme ça Je suis toujours sur les champs. Ah ouais? C'est pas l'émeute, quoi. Ouais. Si c'est Zizou, c'est l'émeute, tu vois, mais c'est le rebeu, tu vois. Ils kiffent les gens. Bon, encore ça va. Regarde les mecs là qui vont jouer, regarde. Voilà, là il y a concert. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Moi, je pourrais rester là toute la journée. Hein. Ah ouais? Ah. Ambiance comme ça, tu t'installes, tranquille, tu fais les terrasses? Ouais, je reste avec des potes ou quoi, là, dans un coin, et je reste là toute la journée. Aujourd'hui, Thierry Henry a encore gagné en crédibilité. Pendant la Coupe du Monde, il a été tout simplement le joueur français qui a marqué le plus de buts, 3 au total. Avec lui, c'est sûr, l'équipe de France et Arsenal peuvent voir venir. Sans attendre, nous quittons Londres et Thierry Henry pour retrouver Vicente Lizarazu à Munich, une autre grande ville européenne. Et voilà. Et tu t'y retrouves dans cette ville, attends, on a passé je sais pas combien de temps à se paumer là dans le truc. Moi je m'y retrouve maintenant, oui. Au début j'ai du mal aussi, mais c'est toujours pareil, quand on arrive dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, la signalisation n'est déjà pas la même. Et c'est vrai que c'est pas évident au départ de se repérer. Et on est dans quel coin de Munich? C'est le quartier résidentiel de Munich. Le centre d'entraînement il est dans le sud de Munich. Et moi j'habite dans le sud de Munich. Je suis à peu près à 5-10 minutes du centre d'entraînement. Ce qui est assez pratique aussi. Surtout que souvent on s'entraîne 2 fois par jour. Donc ça me permet entre 2 entraînements de rentrer à la maison pour manger. Donc c'est vraiment bien. Tu fais gaffe à ce que tu bouffes, Mixent ou pas? Ouais. Ah oui? Je fais très attention. Ouais. Boire beaucoup. Voilà. De flotte ou de... Ouais. Enfin, c'est vrai. D'ailleurs. Ouais, de flotte, du vin, un peu de vin de temps en temps, ça fait pas de mal. Et le petit château bordelais à Saint-Mixent. Exactement. Sur la route, nous faisons un petit détour par la maison de Vicente. L'occasion pour nous de découvrir où il vit et saluer Elsa, sa compagne. Puis direction l'entraînement. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il porte en lui un côté puissant, bondissant dans son jeu, et aussi parce que je trouve que c'est une personnalité intéressante et intelligente. On parlait tout à l'heure de l'intelligence. Quand vous faites
le total de l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde, vous vous rendrez compte qu'il n'y a que des joueurs intelligents là-dedans. Et que c'est ça qui a en fait provoqué la réussite. Une intelligence comprise, une solidarité peut-être ponctuelle, mais qui est passée par la tête. Et quand on fait le bilan de tous les joueurs qu'il y avait là-dedans, on se rend compte que ce sont des joueurs tous intelligents. Et il en fait partie, lui, un des leaders à mon avis. Bon, Vicente, je vais pas y arriver. Ça commence bien. Vicente. Eh ben, dis-le toi, c'est bien. Vicente. Et après Vicente. Lissarazu. Lissarazu. Ouais. Ça, c'est la bonne prononciation. Est-ce que c'est ton père qui donne le côté il faut faire du sport, ou est-ce que c'est maman qui dit tiens, les petits, on va les mettre au sport Les deux sont assez sportifs. Ah ouais. Mon père, c'est plus un exemple, mais c'est vrai que ma mère a passé beaucoup de temps à nous amener faire des tournois. J'ai joué à la pelote aussi, mon frère aussi a joué à la pelote. Bon, mon père pratique le surf, pratique la plongée, était rugbyman. Ma mère fait beaucoup de tennis. Et finalement, je crois que j'ai eu le virus très rapidement et j'ai pris beaucoup de plaisir dans le sport parce que je suis doué pour le sport. Et donc tous les sports que j'ai pu pratiquer, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tu n'avais pas un sport préféré parce qu'on dit ski, voile, surf, tennis parce que ta mère y jouait, mais tu as quand même été classé 30, je crois, non? Ouais. C'est ça, hein. Ouais, je faisais partie des meilleurs Aquitains aussi à l'âge de 12 ans au tennis. Et à l'âge de 14 ans, il a fallu prendre une décision parce que les Girondins sont venus taper à la maison pour me dire voilà, Vicente a beaucoup de qualité et on voudrait qu'il vienne jouer aux Girondins. Il va rentrer en sport-études et on voudrait qu'il joue en cadet aux Girondins. Donc réfléchissez à ça et prenez votre décision. Vous en parlez en famille, à la maison ou... En fait, ils m'ont laissé décider parce que il faut imaginer une mère qui laisse son fils partir à l'âge de 14 ans à Bordeaux. C'est vrai que c'est pas très très loin. Mais moi, j'avais ça dans le sang, j'avais la motivation et j'ai dit oui. Et je me suis lancé dans l'aventure. Vicente Lizarazu est né le 9 décembre 1969 à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, où tout petit déjà, il marquait les esprits. Ses camarades sentaient déjà qu'il était un peu différent. Et il avait déjà des qualités que nous n'avions pas. Et c'est vrai que déjà, il avait une vitesse qui n'était pas la nôtre, il avait une qualité technique qui n'était pas la nôtre non plus. Quand on fait tout ça, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Ouais, je commence à m'intéresser à l'âge de 13 ans. Ah ouais, tu commences à te dire, tiens. Ouais. Et les filles commencent à te regarder aussi, plutôt beau gosse, bien foutu. Ouais, aussi, ouais, mais... c'est... J'étais un peu le chouchou à l'école parce que... bon, j'étais pas grande déjà. Déjà petit, j'étais pas grand. J'étais pas grande déjà. Et mon surnom c'était Pitchoun. Donc c'était à la fois par rapport à ma taille, mais aussi c'était assez affectif comme prénom, donc j'étais... Bon, ça va, ça se passait bien pour moi. Ouais. Tu rêvais de quoi à ce moment-là? T'étais en haut de l'affiche? Tu te voyais en Coupe du Monde? Non, enfin je me voyais... Non, je pensais pas à ça. Je pensais à progresser régulièrement. Au départ, c'était gagner une place de titulaire en première division. Ensuite, c'était aller en équipe de France. Et puis après, gagner des titres, que ce soit en club ou avec l'équipe de France. Donc il y a eu une progression à chaque fois. J'ai pas mal réfléchi sur ma carrière, sur mon potentiel. Et donc j'étais assez lucide sur ce que je pouvais ou pas à ce moment-là. Et je me fixais des objectifs par étapes finalement. Pour lui, tout a commencé à Bordeaux. Il a pour modèle Bernard Lacombe ou encore Marius Trésor. En 86, Vicente est au centre de formation des Girondins, alors que sur le terrain, la grande équipe entraînée par Aimé Jacquet rafle tout sur son passage. Giresse, pied gauche, pied droit, un lob superbe. Avec Giresse et Tigana à la barre, les Girondins de Bordeaux font rêver la France entière. Et là, c'est Tigana qui arrive et qui place un superbe boulet là aussi. Tous les gars du centre de formation, on avait un espèce de sentiment que c'était inaccessible d'être sur le terrain et de jouer à ce niveau-là. Ça jouait très vite. C'est vrai que c'était la grande équipe des Girondins. Il y avait Giresse, il y avait Tigana, Baptiston, Touvenel, plein de très très grands joueurs. Et en fait, à l'âge de 18 ans, 18-19 ans, je ne sais plus quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux,
C'est là où je me suis dit, où j'ai commencé à croire en mes possibilités, parce qu'avant j'étais en centre de formation, je jouais en 3e division, j'ai vu ce que j'étais capable de faire avec eux, je me suis dit, et alors, t'as les qualités pour. Et c'est Jacquet qui t'a... Ça a été mon premier entraîneur, oui. Ouais. C'est un garçon qui était déjà très mûr, très prêt pour évoluer dans ce football professionnel qui n'est pas facile, qui est souvent injuste, impitoyable. Et je crois que lui, il avait l'envergure déjà pour aborder ce niveau-là. C'est lui qui t'a choisi, je crois. Ouais, c'est lui qui m'a choisi. Ce jour-là. Ouais, parce qu'à ce moment-là, les résultats de l'équipe n'étaient pas très bons. Et donc depuis pas mal de semaines, je m'entraînais avec l'effectif pro. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu vas débuter. Et puis ça a été mes débuts en première division. Je jouais attaquant à cette époque. Les Bordelais baladés ne sortent pas la tête hors de l'eau. Cela dit, les Bordelais vont dominer la deuxième partie de la seconde mi-temps. Centre de Thomas pour Zizarezou, le petit nouveau entré à la place de Vujovic. Ça passe à côté. Et puis dès que j'ai pu faire mes premiers matchs à l'Escure et je me suis retrouvé sur la pelouse, le mythe est tombé du côté inaccessible. Je me suis dit non, c'est accessible maintenant. À 20 ans, le voilà titulaire dans une équipe de stars. Sans le moindre complexe, Bichente Lizarazu fait ses preuves et séduit chaque jour un peu plus le public du Parc Lescure de Bordeaux. Et puis en 96, les Bordelais emmenés par Lizarazu, Dugarry et Zidane réalisent un exploit en Coupe d'Europe face au Milan AC. C'est vrai que c'est jouable. Mettre 2 buts à cette équipe-là, c'est du domaine du possible. Moi, finalement, je crois que compte tenu de la saison que l'on fait, compte tenu de tout ce qui s'est passé, je crois qu'on ira au bout du suspense. C'est super. Si ça passe, c'est super. Oh, il est passé, il va aller dans la surface. Lizarazu, il va essayer de centrer. Oui, et il bute. But pour Bordeaux. C'est super, c'est bravo, c'est formidable. Hop de Zidane qui allume Monsieur Caca. Ouais, il est beau en pivot. Dugarry. Battu 2-0 au match aller, Bordeaux gagne ce soir-là 3-0 et élimine les Italiens. Une nouvelle génération est née. On rentre un peu dans l'histoire, donc ça c'est fabuleux. Tu as été 10 jockeys sur 8 FM à Bordeaux. Pas 10 jockeys. Non, j'animais une émission. Ah, t'animais une émission à 8 Une hebdomadaire, ouais. Salut, c'est Bichente Lizarazu. Retrouvez-moi tous les jours, du lundi au vendredi sur 8FM pour une carte blanche nouvelle version. Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi cette émission hebdo? J'ai fait cette émission. 2 ans. Ouais, j'ai fait cette émission pendant 2 ans. Donc évidemment, il y avait du sport, évidemment, il y avait du foot, mais on a parlé de vin, on a parlé d'ostriculture, on a parlé de nature. J'avais l'impression finalement d'être à l'école parce que tous les sujets qui me plaisaient, je pouvais les aborder, mais avec des gens très compétents et passionnés par leur activité, par leur métier. Et en même temps, c'est un apprentissage aussi au niveau de l'expression orale, parce que pour nous, c'est quand même assez important et ça m'a permis de bien progresser là-dessus. Ça m'a permis de voir ce que c'est que le monde des médias. Et je dois dire qu'après le foot, si on me propose d'animer une émission, je le ferai avec plaisir. Quel type de musique t'écoutais à ce moment-là? Qu'est-ce qui te passionnait? C'était plutôt, évidemment, la musique pop et le blues. J'aimais beaucoup le blues. J'aime beaucoup ce style de musique, mais après, c'est vrai que je suis plutôt rock et pop. Moi j'ai vu dans ta voiture, tout à l'heure, j'ai regardé un peu les CD. Il y a un CD de Cabrel. Ouais. Le dernier. Ouais. C'est ses côtés Astafor, Osgore, camarades de la région. Ouais, au niveau français, j'aime beaucoup Cabrel, j'aime beaucoup Goldman aussi. Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Dis-moi si c'est vrai, il semblerait que tu as même un CD avec des bruits de mouettes dessus. Ouais, oui. C'est vrai. Des bruits de mouettes, des bruits de bateau. Ça, c'est quand j'ai un peu le spleen. Je mets ça. Mais quand je fais ça, je suis vraiment au fond du trou. Et il ne faut pas que je l'écoute trop souvent parce que sinon, je prends un avion direct et je rentre écouter les mouettes en live. Bon, allez, viens, on y va. Car il faut le savoir, le vrai pays de Bichente, c'est le Pays Basque. Qu'est-ce qui t'attire tant dans ce pays? Moi, ce qui m'attire vraiment énormément, c'est le paysage. Le paysage et la lumière, en priorité, et une culture forte. Mais le paysage, être entouré mer, montagne, je crois que c'est deux
les deux terrains de jeu les plus beaux qui existent, la mer et la montagne. Et t'as les deux au Pays Basque. J'étais un temps passionné par la photo et donc tout ce qui est beau visuellement, je suis très attiré. Le blanc, le rouge, le bleu des bateaux, le rouge des fermes. Au niveau visuel, le Pays Basque est vraiment un endroit qui est splendide. Puis après, on a une culture, c'est vrai, qui est forte. Il y a des chants, il y a des danses, il y a une langue, il y a un esprit aussi de convivialité, un esprit de famille. Et donc c'est pour ça que j'aime le Pays Basque dans sa globalité. Je suis tombée pour elle. C'est avec 2-3 potes à l'eau. Tu surfes pendant 2-3 heures, mais c'est difficile à expliquer quand on ne connaît pas le surf, mais c'est un moment privilégié de la vie. Tu es bien et tu penses à rien d'autre qu'à regarder les vagues arriver, qu'à les choisir et à les prendre et à être dessus et à avoir des super sensations. Et même si Bichent est avant tout un footballeur professionnel, il a l'âme des vrais surfeurs. J'adore le monde du surf, j'adore les personnalités du monde du surf. J'aime leur philosophie de vie, j'aime leur façon de penser et même leur façon de faire leur business. Ça reste un business, il est particulier. Et j'aime bien cet esprit-là. C'est pas le paraître qui est important, c'est ce que tu as à l'intérieur. Elle dit, je vis les journées pleines comme si j'allais mourir tout à l'heure. Comme si ça allait s'arrêter. Ouais, c'est terrible. Des fois, c'est terrible. Surtout pour les gens autour de moi. J'ai pas fini une activité qu'il faut que j'enchaîne sur une autre. Et le pire, c'est quand je suis en vacances. Quand je suis en période de compétition ou ici au Bayern, bon, c'est vrai que j'ai pas grand-chose à faire si ce n'est bien faire mon métier, me reposer, bouquiner. Par contre, quand je suis en vacances, quand je suis au Pays Basque, je suis sollicité de partout. Déjà le matin, je me lève, j'ai la chance de pouvoir voir la mer de ma maison. Donc, en fonction de l'état de la mer, je décide de ce que je vais faire. Et ça peut être 3 heures de surf le matin, 4 heures de voile l'après-midi et je sais pas, peut-être faire un tour de bateau entre-temps et manger avec des copains et je m'arrête pas. J'ai envie de profiter de l'instant présent à fond. C'est vrai que des fois je prends pas assez le temps, comme si j'allais mourir demain et je veux pas avoir de regrets, quoi. Passionnée par la vie, passionnée de sport, Lisa est aussi fervent défenseur de la nature. Je suis adhérent de cette association. Ça s'appelle Surfrider Foundation, qui s'est rendu compte que l'océan était de plus en plus pollué, que ça devenait dramatique. C'est vrai qu'en Espagne, par exemple, au niveau écologie, ils sont extrêmement en retard par rapport à d'autres pays européens et ils balancent encore les décharges à la mer. Ce qui fait qu'avec le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream, on se récupère tout sur nos côtes. Et donc, pour les surfeurs qui surfent toute l'année, eh bien, ils se chopent toutes les saloperies possibles, des problèmes aux yeux, des problèmes aux poumons, des problèmes de peau. Et c'est les premiers sensibles à la pollution, et donc c'est pour ça aussi que c'est les premiers à s'intéresser à ce problème. J'ai espoir que petit à petit, on arrive à sensibiliser tout le monde sur ces problèmes. C'est vraiment une attitude qui me semble tout à fait logique, tout à fait humaine et responsable, surtout si j'ai envie de transmettre ça à mon fils. Pour lui, le football reste encore aujourd'hui une véritable passion. Pour d'autres, en revanche, c'est devenu aussi une affaire d'argent. Le prodige brésilien du football, Ronaldo, a signé hier un contrat de 5 ans avec l'Inter de Milan, 160 millions de francs. J'ai pas encore bien traduit les nombres de millions. La star est arrivée, Nicolas Anelka est à Madrid, où il va commencer sa saison avec le Real. Un contrat de 7 ans, portant sur un total de 220 millions de francs. Des exemples comme cela, il y en a de plus en plus, de quoi faire tourner les têtes. Ça, c'est plus du sport, quoi. Il y a trop d'argent, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Le football devient fou, complètement fou. Il faut peut-être un jour avoir une petite moralisation sur ce sujet. Le football, c'est une pyramide. En haut de la pyramide, tu as les droits télévisuels. En bas de la pyramide, tu as les joueurs. Donc quand tu secoues la pyramide un peu, ça a des retombées pour les joueurs. Mais il y a une minorité des joueurs qui en profitent. Et donc il y a une logique que les joueurs qui sont quand même les principaux acteurs
soit payé en rapport à l'argent qui est brassé dans le monde du foot. Ouais. Donc moi je trouve ça tout à fait logique et je trouve pas ça choquant. Sans l'argent actuellement on n'aurait pas tous ces stades, on n'aurait pas tous ces matchs et pour les passionnés de football je pense que c'est bien. Quand on voit qu'il y a une minorité de joueurs qui gagnent énormément d'argent par mois, quand on voit qu'il y a... Donc tu fais partie, Je fais partie, ouais. Donc on peut dire que je crase dans la soupe, j'en assume les responsabilités. Et alors par là, ça ne me pose pas de problème. Moi, quand j'ai commencé le football, j'ai dit combien je gagnais par mois. On m'a tout de suite tapé sur les doigts, on m'a dit ça, faut pas dire, c'est tabou. Ah bon? Je dis bon, je le dirai pas. C'est sûrement un mal nécessaire pour avoir des joueurs de qualité dans les grandes équipes. Et si on compare ça par rapport à d'autres métiers, évidemment, il y a un décalage qui est énorme. Mais je crois pas qu'il faille faire de comparaison de cette manière-là, quoi. Peut-être qu'ils le méritent, puisqu'ils ont un don qu'ils sont les seuls à avoir, donc c'est une bonne chose. Je sais les sacrifices que j'ai faits, que j'ai endurés pour en arriver au niveau que je suis actuellement. Maintenant, est-ce que ça peut légitimer le fait que je gagne autant d'argent? Ça, je n'en sais rien, c'est pas à moi de le dire. Comme je vous l'ai dit, ils ont un don, comme un peintre a un don, et bon, ils sont récompensés. Donc... Ça a été Ronaldo, maintenant ça va être lui. Oui. C'est vrai que ça va pas être facile à gérer tout ça, mais c'est ça, c'est quand il fallait pas être fort, Nico, fallait pas qu'il soit fort, c'est ça. Après Londres et Munich, direction Madrid. C'est là-bas que vivent Christian Carambeu et sa femme Adriana. Le défenseur central du Real se souvient de ses origines kanak et de ses premières parties de football en Nouvelle-Calédonie. J'aimerais que tu me parles de ce ballon que vous aviez qui était un peu surprenant. Nous, c'est vrai que, encore une fois, on n'avait pas trop d'argent pour pouvoir se payer des balles ou des ballons. Et donc, on se le faisait, on se confectionnait les ballons, soit avec des feuilles d'arbre, avec des toiles d'araignée autour. Donc, c'était pas mal, c'était léger, soft en même temps. Mais c'était difficile parce qu'à s'arrêtement, à chaque fois qu'on shootait dans le ballon, ça se cassait. Donc, par la suite est arrivé le scotch et le papier. C'est des boulettes. Ouais. Donc on a fait ces boulettes-là, et on a pu jouer au foot. Mais sinon, auparavant, c'était avec les feuilles des arbres. L'école a été ouverte pour les Kanaks assez tardivement. Donc après la colonisation, il n'y a pas eu de Kanak dans les écoles. Il y a eu le couvre-feu à 9h, on n'avait pas le droit de traverser les rues. Donc ça nous a quelque part retardé au niveau de l'éducation scolaire, je parle. Mais sinon, dans notre propre éducation, d'être à la maison, autour de sa case, parler avec ses grands-parents, relater des faits qui sont passés, parce que ça nous sert pour le lendemain, ça c'était notre truc. Parce qu'on a justement cette culture orale, et donc on se doit de parler, de dialoguer entre nous, et d'apprendre aux jeunes les erreurs de nos aînés. Et d'ailleurs, à ce sujet, il me semble, un livre est paru à ce sujet que ton grand-père aurait été, alors ça paraît hallucinant quand je vais dire ça, aurait été échangé au cours d'une exposition universelle contre 2 crocodiles. 2 crocodiles, oui. Ah, attends, j'ai pas voulu le croire. Ben si. Il y a des choses qui existent qu'on ne peut pas croire, surtout quand on est dans une ambiance ou dans une atmosphère de colonisation. Donc c'est vrai que la France, avec ses colonies, a voulu démontrer par justement cette exposition coloniale son pouvoir et en même temps son étendue. Mais à l'inverse, elle n'a pas su respecter l'humanité, qui est justement les Sénégalais, les Kanaks et bien d'autres colonies. On vit en symbiose avec la nature, avec les arbres, etc. Donc cueillir une feuille en essayant de prier et demander à l'arbre, voilà, je vais te blesser quelque part. Par contre, j'ai besoin de ton énergie. Mais ça rentre dans nos croyances ou dans ma culture. Mais l'Européen, non, il ne va pas accepter ou il ne va pas comprendre. Toi, tu t'en sers de ça parfois, là? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que tu gardes justement cette culture, cette façon de penser bien sûr. Au football, dans ta vie personnelle? Ça, c'est en moi, c'est ancré en moi et je ne peux pas me détacher de cela, ça c'est clair. Pouvoir monter dans un avion, avoir son premier ticket, son premier billet pour la métropole,
habituellement, c'était les militaires qui pouvaient faire ça. Et là, moi, je partais. Issu d'une famille nombreuse, Christian décide à 17 ans de quitter les îles du Pacifique pour débarquer en France. Tu vis ça comment? Je veux dire, dans ta tête de gamin, si tu veux, avec l'éducation que tu as reçue? Oui, mais tranquillement, parce que... Tu vois? Surtout quand j'ai pris l'avion, surtout quand je me suis posé sur le siège, j'ai dit maintenant, il faut que j'arrête de pleurer. Mon futur est devant moi. Il faut que j'arrête de pleurer. Si je dois montrer à mes parents que je suis capable de réussir, c'est à partir de maintenant, dans cet avion, que je dois me montrer fort. Et donc, j'ai essuyé mes larmes. C'était mes dernières larmes pour pouvoir réussir dans un monde nouveau pour moi, mais surtout dans un monde de travail. Parce que je ne connaissais pas. Être salarié, je ne connaissais pas. Avoir un salaire, ça, je ne connaissais pas. Être employé, avoir un président, ça, je ne connaissais pas du tout. À 17 ans, non. Mais Christian Karembeu n'a pas fait le voyage pour rien. À Nantes, il explose véritablement et enchaîne les victoires. C'est vrai que j'ai terminé avec le tir de champion de France, donc un groupe très très sympa, très uni. Loco, Wedek, Ennoram, Makelele. Mais c'est vrai que la génération qu'on a eue était riche en émotions, riche en victoires, mais c'est surtout riche de compagneurisme, je dirais. On a prouvé à toute la France qu'on était les meilleurs. Premier titre pour moi, et en même temps premier départ, parce que par la suite, c'est vrai que terminer en France en gagnant un championnat, c'était bien de partir. Et donc j'ai pris le risque de partir en Italie et de aller à la Sampdoria où j'ai pu triompher aussi à la Samp et rebondir sur le Real de Madrid. Après 8 ans passés au FC Nantes, Christian Karembeu part donc pour l'Italie. Là aussi, il réussit à imposer son style, même si un conflit ouvert avec son président le force à quitter le club pour rejoindre l'Espagne et le mythique Real Madrid. Dans le monde, c'est tout simplement le top. Le Real compte à son palmarès pas moins de 27 titres de champion d'Espagne et 7 titres de champion d'Europe. C'est clair, tout le monde ne peut pas venir jouer au Real. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer ici? Pourquoi le Real Madrid? Pourquoi? Ça représentait quoi pour toi, le Real Par son Madrid? histoire, grande histoire. Je crois que le Real a gagné beaucoup de titres, a un grand palmarès. D'ailleurs, elle a un musée. Premier grand club du monde. Et puis voilà, donc ça attire. Et en même temps, pour pouvoir gagner ou espérer un palmarès, un curriculum bien fourni, il faut jouer dans un grand club. Ici, la presse et le public sont fidèles au club depuis des décennies et les rencontres se jouent presque toujours à guichet fermé. Au magnifique stade Barnabeu à Madrid, 125 000 personnes ont vu leur club favori, le Real de Madrid, battre les Italiens de la Fiorentina en finale de la Coupe d'Europe, renouvelant ainsi sa victoire de l'an dernier. Les deux équipes semblaient d'une valeur identique et dignes en tout cas d'une telle finale. À Madrid, les supporters, les sociaux comme on les appelle, vivent pour et avec le Real. Le football, c'est une religion. Voilà, c'est plus une religion. Ici, ils adorent le football. Ils cultivent cela comme nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ils viennent en famille, ils fument leurs cigares dans le stade. Et voilà, ils s'amusent en fait. Ils viennent pour regarder un spectacle, mais tout en restant très famille. Très pépère. Et... T'es venu ici au Real et on dit que le Real était un peu raciste. Enfin, ça a été le symbole du franquisme pendant longtemps. Les choses se sont arrangées depuis 76. Évidemment, il n'y a plus Franco. Mais comment tu as été intégré justement à cette équipe? Comment je me suis intégré? Parce que tout simplement, c'est la loi du sport en fait qui régit malgré les idées ou les idéologies qui ont été vécues ici en Espagne. Même si le Real, c'est vrai, a été le grand club de Franco. Franco a utilisé le club comme parloir aussi, un peu. Quand il avait des messages à dire, il les faisait avant ou après les matchs. Cela dit, le monde a beaucoup changé. Le sport véhicule une autre image maintenant. Au Real aussi, les choses changent. Un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs, mais les résultats restent les mêmes. En 98, juste avant la Coupe du Monde, le club espagnol décroche avec Karembeu un nouveau titre de champion d'Europe. Karembeu, je pense que c'est un joueur qui que j'avais signalé à Arsenal avant d'y venir.
et qui a été, à mon avis, moi je le vois comme milieu défensif axial. Et il a été baladé un peu partout. Et je me souviens l'avoir vu en finale de la Coupe d'Europe avec le Real Madrid contre la Juve. Et je pense que ce jour-là, le Real Madrid a gagné la Coupe d'Europe parce qu'ils l'ont placé là, à côté de Redondo, et qu'il a fait un match extraordinaire. Et je pense que tout le reste, pour moi, pour lui, c'est du gâchis. Et j'ai l'impression que c'est un joueur qui a été mal utilisé, qui peut réorienter sa carrière aujourd'hui parce qu'il a une telle générosité, un tel pouvoir de récupération, une telle force pour pousser son équipe vers l'avant, qu'à mon avis, c'est là qu'il est le meilleur. Il est dans son couloir de prédilection, le couloir droit, à 1-2 avec Schuker. Karembeu poursuit son action, il va tromper Stéphane Klose. Score final 2-0 pour Madrid. Mais comme dans tous les grands clubs de football, les places sur le terrain sont très chères. Au Real, sans doute encore plus qu'ailleurs. Depuis quelque temps maintenant, Christian Karembeu n'est plus titulaire et suit les rencontres depuis le banc de touche où il est désormais simple remplaçant. Tu le vis comment? Bien, dans la mesure où je travaille, parce que c'est mon travail. C'est vrai que je ne pratique seulement à l'entraînement. C'est vrai que ça me manque de pouvoir, et ça me frustre de ne pas jouer officiellement avec le club. Cela dit, j'attends avec impatience mon opportunité, parce qu'actuellement on joue plusieurs compétitions, la Ligue des Champions, la Ligue espagnole et bientôt la Coupe des Rois. Mais je suis quand même ravi parce que j'ai envie de gagner d'autres titres, c'est pour ça que je suis là. Ouais. C'est pour ça que je veux rester. Mais cela dit, ça peut changer, oui. Il y a un Français qui joue au Real en ce moment. Oui. Ah oui, il y a un Français qui joue au Real. Très très bien. Ce Français, il voulait venir ce soir, c'est Christian Karembeu. C'est Christian Karembeu du Real de Madrid. Julio Iglesias a lui aussi porté les couleurs du Real Madrid dans sa jeunesse. Mais un grave accident l'a contraint à abandonner sa carrière sportive. Christian Karembeu tenait à lui faire un petit cadeau en guise de souvenir. Un cadeau, Christian, c'est le maillot du Real de Madrid et c'est le mien en tout cas. Alors, le maillot que porte Christian au Real de Madrid. Ça, c'est gentil. Et c'est pour Julio. Christian au Real de Madrid, forcément, c'est du pain béni pour la presse espagnole. Et pas seulement pour la presse spécialisée. Ceux qui viennent ici au stade, c'est simplement la presse sportive. Après, en dehors du stade, il y a la presse à scandale, la presse... Il y en a beaucoup, enfin je veux dire, t'es pisté par cette presse-là ici? Oui. Oui, notamment parce que je suis marié à Adriana, donc quelque part les gens veulent savoir ce qu'on fait, etc. Donc soit ils me pistent, soit ils la pistent. Je veux dire que tu as toujours des paparazzis qui sont collés à tes fesses, quoi, pour te photographier. En Espagne, oui. C'est pour ça que j'ai eu malencontreusement un petit incident avec, mais... Ah oui, t'en as chopé un, c'est ça? Voilà. Qui t'agaçait? Voilà. Le mec qui t'ennuie, c'est ça. Ouais, ça doit être, c'est agaçant, quoi. Non, mais je crois qu'il y a quand même, il y a des manières ou des limites où on peut s'introduire ou ne pas, que ce soit avec l'objectif ou avec physiquement. Je crois que là, ils ont été très loin. Et donc j'ai répondu violemment. Mais bon, je crois que la prochaine, c'est aussi une première fois, donc j'ai appris aussi. Bah, évidemment, tu es marié à la plus belle fille du monde, donc ça énerve tout le monde et tout le monde veut tout savoir de tout, quoi. Non, tout simplement, c'est que jusqu'en Italie, j'étais très bien. Tranquille. Et après, j'arrive en Espagne et tout s'est multiplié, des poursuites en voiture. Enfin, bref. Ah bon? Oui, mais c'est... Ouais, c'est démentiel. Karembeu devient encore plus sollicité par les médias en épousant en décembre 1998 le mannequin slovaque Adriana Slenarikova. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. Allez, on y va. Richard Burton, Elizabeth Taylor, première. Rappelle-moi comment s'est passée cette rencontre. La première fois où tu as vu Christian Karembeu, Adriana. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu à l'aéroport. Et tout de suite, il a attiré mon attention. Par son look, je pense, ou peut-être aussi parce qu'il n'y avait personne à l'aéroport. L'aéroport était vide.
Ensuite, il a commencé à me parler, il m'a dit comme tu es grande. Tu lui as dit, qu'est-ce que vous êtes grande? C'est le premier truc que tu lui as dit? Ouais. Parce que tu n'avais rien trouvé de mieux? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai utilisé plusieurs langues pour pouvoir lui parler. Et à l'arrivée, ça lui fait rire parce que. Ouais. Elle a cru que j'allais pouvoir parler slovaque en fait. Non, je fais plus. T'as essayé l'anglais un peu, italien, espagnol. Il était doux dans sa façon de parler, il s'est comporté comme un gentleman, comme s'il n'attendait rien de moi. Et ça, c'était intéressant. Est-ce qu'il y a une difficulté quand on a deux grosses notoriétés comme ça, une difficulté de vivre? Parce que chacun est pris par sa passion et son travail. Est-ce que ça pose des conflits de notoriété parfois? Non. En fait, on n'a pas vraiment de vie de famille. C'est pas comme quand tu rentres chez toi et que tu es sûr que ton compagnon est là comme prévu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, bien avant, en même temps, bien avant de se rencontrer, et il avait sa route comme moi la mienne. Donc on le prolonge même s'il y a eu ce mariage, on le prolonge quand même. Donc c'est une continuité en fait de notre travail et puis c'est tout. C'est pourquoi on a compris qu'on ne pouvait pas tout plaquer. Tout doit continuer, on ne peut pas descendre d'un train en marche. Of course. It's your life, actually. Nous sommes tous les deux dans la même situation. C'est notre vie, nous devons faire avec. Et est-ce qu'il reste une place pour un enfant au milieu de tout ça? Ça, c'est une autre histoire. Si nous décidons d'avoir un enfant, un de nous deux devra changer ses habitudes. Et je pense que ce sera moi. Quel est l'endroit où tu préférerais qu'il joue? À l'heure actuelle, c'est l'Espagne, Madrid. Est-ce que toi, t'aimerais, pour ta vie, je sais pas, un autre pays? L'Italie, l'Angleterre, la France? La Slovaquie. Tant qu'il ne s'agit pas de l'Antarctique, ça va. Ah ouais? Mon chez-moi, c'est d'où je viens, c'est la Slovaquie. Et ma seconde maison sera celle où mon amour se trouvera. Oh yeah, joli. Ça, c'est beau. Joli compliment, monsieur Caranveux. Christian et Adriana n'ont pas été les seuls à se retrouver à la une de tous les magazines. Après leur titre de champion du monde, chaque joueur fut l'objet d'une attention toute particulière, leur permettant de faire une entrée fracassante dans la jet-set parisienne. C'est pas mon monde. C'est, oh oui, vous savez... Ouais, mais tu la fréquentes maintenant, tu peux faire partie de cette jet-set. Toi, tu te sens pas... c'est pas tes racines. Non, moi je la fréquente même pas. Je suis pas... Je vais me forcer. Oui, parce qu'il faut le faire ou parce que tu as un cocktail. Je vais me forcer, non. Ou un sponsor qui t'invite à, ou genre de choses. Voilà, mais non. Moi, par exemple, non. En plus d'être célèbres, les joueurs de l'équipe de France vont aussi gagner beaucoup d'argent. C'est pas le fait d'en gagner le plus possible. Ce qui me plaît dans l'argent, c'est d'être indépendant. Intellectuellement, c'est intéressant parce que tu es obligé de lire des bouquins sur l'économie, sur la vie des sociétés, et voir un peu l'évolution de la conjoncture, la fiscalité française qui est très très compliquée. Je suis pas un génie, je sais que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, mais c'est pas ma priorité de gagner énormément d'argent. Comme je te le répète, pour moi ma priorité c'est d'être bien, c'est d'être heureux, d'être heureux, du plaisir. Je crois que la richesse est beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Enfin, moi je le conçois comme ça. Et donc voilà, après, moi, ce sont les banques qui s'en occupent. Est-ce que t'es panier percé? Ou est-ce que... Enfin, t'es cigale ou fourmi? Je suis un peu des deux, je crois que j'ai mes crises comme tout le monde. Je dirais que j'ai peut-être ce mauvais côté de la Vierge, très méticuleux. Mais je crois que chacun a sa manière de se montrer riche, enfin, entre guillemets. Mais la richesse, c'est pas... Je crois pas que ça... qu'elle puisse m'élever, je dirais. Je crois que tout se repose sur mon travail, sur ma famille, sur les gens que j'aime, ceux qui m'entourent. Voilà, ça c'est ma seule richesse. Je crois que c'est ma plus belle richesse.
Lilian Thuram, lui, semble bien loin de toute cette agitation. En toute simplicité, il retrace son itinéraire qui l'a conduit de la Guadeloupe à Parme en passant par Fontainebleau. On est devant la forêt de Fontainebleau. Ma forêt. Et voilà. Voilà. Là, ça représente tout, mon adolescence, toutes les joies que j'ai pu avoir, les promenades que je me faisais en solitaire en forêt. J'adorais parce qu'en fait, tu as l'impression d'être protégé par la nature. En plus, qu'on a la chance de s'arrêter 5 minutes en forêt et puis d'écouter un peu le silence, c'est magnifique, quoi. Les oiseaux, on entend tout, c'est extraordinaire. Est-ce que tu étais solitaire ou indépendant? Moi, je suis même en groupe, j'essaye toujours de me retrouver tranquille parfois, parce qu'il y a des fois, il y a tout le monde autour qui parle, et puis bon, il y a un moment où je déconnecte, quoi, que je reste tranquille et j'observe. Je dirais que tu es de nature contemplative alors. Ouais, si on veut. C'est bien d'être ici, regarde, pas de bruit, rien. Ouais, qu'on est peinard. Non, ouais. C'est beau, hein. Pas de bruit de voiture, les oiseaux qui chantent. Il n'y a que toi, mais bon, ça va. Lilian est né le 1er janvier 72 à Anse-Bertrand en Guadeloupe. Christiane, sa maman, va tout faire pour donner à ses enfants une bonne éducation. C'est pourquoi elle a choisi de partir travailler en métropole avant de revenir les chercher. Pour Lilian, c'est le grand voyage. Et je m'en souviens très bien que sur la route de l'aéroport pour aller à Bois-Colombes, où j'habitais dans la région parisienne, il y avait des pylônes électriques qui ressemblaient un peu à la Tour Eiffel. Mais il y en avait plein. Et je me disais, mais c'est pas possible. Je réfléchissais tout seul, je me dis, on m'a dit qu'il n'y avait qu'une Tour Eiffel, et là, j'en vois plein. Je comprends rien du tout. C'est à Avon, dans la cité des Fougères, que Lilian et sa famille décident de s'installer. C'est aussi au pied de ces immeubles qu'il va découvrir le football. Là, on faisait les finales de la Coupe du Monde. Les finales de la Coupe du Monde avec Benito. Et on avait le droit de marquer qu'en haut, tu vois. Par exemple, ah ouais, ici. Ouais, c'est j'ai le bord, j'ai le bord. Je joue tout le temps ici. Ah ouais? Ouais. Ah ben moi aussi, je jouais là. À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui fait tout droit. De toute façon, il n'y a plus de boulot. Boucler le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issu la rue, même quand elle est dansante, c'est pas un souci. Ceux qui s'y sont préparés, si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. T'aurais pu tourner vinaigre en même temps. Non. Quoi, non? Dû à l'éducation, justement. Ouais. Dû à la famille. Ouais, voilà. Justement, je déteste justement ce cliché que le foot a pu quelque part sauver entre guillemets le Thuram. Non, ça ouais. C'est pas vrai, quoi. C'est drôle ce que tu dis, ça, parce qu'on dit souvent que c'est justement la superstructure sociale et tout qui fait que on est, tu vois, on devient racaille ou quelque chose de genre, quoi. Non. Moi, je m'en souviens déjà quand j'étais plus jeune ici. Par exemple, une personne âgée demandait à aller, disait, tiens, tu peux m'acheter ça. Le mec, il disait, mais attends, il me prend pour son pigeon, lui. C'était ça la réplique. Qu'aux Antilles, les gens passent dans la rue, t'arrêtes, il dit, bon, Lilian va m'acheter ça, toi t'y vas, et tu l'achètes, tu reviens, c'est normal. Dans la vie, on a le choix, quoi. Qu'on le veuille ou non, on a toujours le choix. Donc on a le choix de tourner mal, le choix de tourner bien, quoi. Parce que souvent, on pense qu'on n'a pas le choix, mais on a toujours le choix. Laurent, on fait quelques... Oui. Oh putain, elle va me mettre dans le gros salaud. De la cité des Fougères au stade de la Faisanderie à Fontainebleau, il n'y a qu'un pas que Lilian va très vite franchir. À cette époque, son cœur balance encore entre le football et l'athlétisme. Il va même s'essayer au cross-country avant de se tourner définitivement vers le foot. Au départ, j'étais au Portugais de Fontainebleau. Et ici, c'était Fontainebleau. C'était le club des Bourges, on les appelait, Fontainebleau. Parce que T'étais fier de jouer là? Bon, fier, c'est pas le mot, mais bon, je jouais en 4e division, j'avais 16 ans, c'était pas mal, 16-17 ans, c'était pas mal. Oui. C'était bien. Ouf. Quand j'allais à l'école, j'étais la star. Ah oui, t'étais vedette à l'école, ça devait... Ouais, mais bon, ouais, je m'en souviens un peu quand je prenais le bus et tout. Ah, c'est Thuram, il joue en 4e division. Il joue en 4e division, c'est pas mal. T'étais attaquant encore là? Non, j'étais milieu de terrain. Milieu de terrain, ah, oui. ouais. Je jouais numéro 8 et je marquais quelques buts. Mais bon, l'attaque, c'était pas ça quand même. Donc, là, à cette époque-là, jamais j'aurais pu croire que je pouvais jouer défenseur d'ailleurs.
Non. Bah non, c'était impossible. C'était impossible. Ah bah non. Mais d'ailleurs, je suis pas défenseur d'ailleurs. Bah non. Oh. Oh là 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 là, mes super vestiaires. Venez, ça c'est ma place. Ça. Hop. En fait, je peux tout contrôler là, tu vois. Regarde. L'entraîneur. Tu vois. Je sais pas si je pourrais revenir jouer à Fontainebleau. Hein. Maintenant, on a les casiers marqués Thuram, les chaussures cirées. Tu vois. Et là, il n'y a pas de chaussures, pas de casier. La peinture, elle s'en va. Mais par contre, ce qu'il y a à Parme, il n'y a pas de souvenirs à Parme. Tu vois. Et ici, il y a plein de souvenirs. Tu vois. Premier match de championnat, l'entraîneur, il est livide. Il dit, les gars, il faut y aller, il faut gagner. C'est vrai qu'on ne voulait pas gagner, nous. C'est ici à Fontainebleau que Lilian va être repéré par l'AS Monaco, avec qui il va signer son premier contrat professionnel. C'est magnifique. Monaco, le stade, les champs vus sur mer. C'était extraordinaire. Quand on était à Monaco, à l'entraînement, il arrive devant le but, il frappait même pas, il attendait qu'un mec arrive, tu vois. C'était le seul joueur que je connaissais qui ne savait pas frapper dans un ballon. Voilà. C'est un désastre. C'est un désastre parce que il savait pas taper dans le ballon. Tu vois, quand il tapait dans le ballon, elle partait pas la balle, tu vois. Elle faisait comme ça. Mais à force de travail, Thuram parvient rapidement à s'imposer comme une pièce maîtresse de l'équipe monégasque avant de frapper aux portes de l'équipe de France. Toi, tu rentres en équipe de France, en fait, en 94. C'est un match amical à Bordeaux contre la République tchèque. Je m'en souviens, et on a été appelé avec quelques espoirs. Il y avait Zidane, Dugarry, et puis Ngotti. C'est le match où Zidane il a marqué 2 buts, on perdait 2-0. Comme Zidane, depuis cette rencontre, Lilian n'a plus quitté l'équipe de France. L'histoire est en marche. Tu te dis, est-ce que c'était possible ou quel sentiment t'as eu le moment où on t'appelle pour faire partie de l'équipe de France, quoi? On dit tiens. Le jour où Arsène Wenger m'a dit que j'avais été retenu en équipe de France, j'ai fait le mec serein, quoi. Ouais, ok, super et tout. Mais en fait, là c'était des palpitations à 200 000, quoi. C'est un rêve, quoi. Tu crois même pas, quoi. On disait, ouais, Thuram, il est pas mal, donc il pourra jouer en équipe de France. Mais bon, il y a pas mal de joueurs qu'on dit toujours qu'ils sont pas mal et ils n'y arrivent jamais en équipe de France. En 96, Thuram dispute en Angleterre le championnat d'Europe des Nations. La France perd en demi-finale, mais Lilian entre dans la cour des grands. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire parce que je jouais à Monaco. J'avais signé avant ce départ en Angleterre pour Parme. Donc ça m'a permis d'accumuler beaucoup d'expérience en peu de temps et d'arriver avec un capital confiance assez important à Parme, ce qui m'a permis justement dans la lancée de bien me comporter dans le championnat italien. C'est à Parme en Italie qu'il choisit de poursuivre sa carrière. Ici, le football est roi et la ville superbe. Là, c'est magnifique. Magnifique. Place centrale de Parme. Le baptistère. Battistero. C'est du XIIIe siècle, ça. Hein. C'est 12-13e. Tu t'es renseigné? C'est écrit dessus. Madame Thuram, on est installé chez elle, dans sa maison. Salut Sandra. Bonjour. C'est vrai, il vit un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous répondez à toutes les invitations et tout quand vous êtes aux Antilles. Oui, mais bon, ça lui fait plaisir. Vous vous connaissez depuis combien de temps? Une éternité, je crois. Non, on se connaît depuis l'âge de 10 ans, je crois. Ouais. On se connaît parce qu'on habite dans la même résidence. L'école primaire ensemble. Et toi, t'étais amoureux de Sandra quand t'avais été petit? Non, ça va, à l'école primaire, quand même, il faut pas abuser. Ouais. On se côtoyait même pas, on était dans la même classe, mais bon, je la voyais pas, elle me voyait pas, jusqu'au jour où on a grandi, on s'est vu, on s'est aimé, on a eu Marcus, voilà. Ouais. Marcus. Oh. J'aimerais te
toi tu me racontes ta Coupe du Monde à toi, Sandra? Ben, je veux dire, toute la Coupe du Monde, séparément, je l'ai très bien vécu, stressée. Je vivais les matchs à l'intérieur et tout ça. J'allais en courant parce qu'il y avait Marcus. Je gardais Marcus la journée, donc j'étais tout le temps en retard. Donc, mais c'était vraiment génial. Par contre, après la Coupe du Monde, on était tous les deux, donc c'était moins évident. On était envahis, quoi. Voilà. Enfin, elle se trouve envahie parce qu'elle n'avait pas l'habitude. Et puis lui, forcément, un peu changé, quoi. Ah ouais, vas-y, dis, raconte, Sandra. Non, mais sans s'en rendre compte, pas vraiment changé, mais... Non, pas changé du tout. Non, Lilian, pas changé du tout. Si aujourd'hui Lilian vit comme dans un rêve, il n'a jamais oublié ses origines et combien le peuple noir a dû souffrir pour devenir libre. L'abolition de l'esclavage est pour lui inoubliable et certaines dates sont gravées pour toujours dans sa mémoire. Je te parle de 1848, Victor Schœlcher. C'est un monsieur important, 1848. En fait, 1848 et Schœlcher. Moi, c'est surtout la date qui est importante. C'est pas l'abolition de l'esclavage. Voilà, c'est la date, l'abolition de l'esclavage. Donc, on pourrait se poser qu'est-ce que ça signifie cette date. Est-ce que c'est une joie, comme on a pu faire croire de fêter le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Le t-shirt. Voilà. Donc, il faut savoir est-ce que c'est une fête ou qu'est-ce que c'est, quoi. Ou c'est un moment de deuil qu'il faut respecter. Et pour toi? Ah, pour moi, c'est réglé. C'est un moment de deuil et que faudra jamais oublier ces moments-là, quoi. Moi, j'aimerais bien que mon fils connaisse l'histoire de la population noire du début à la fin, quoi. Je pense que depuis tout temps, on a toujours mis les choses sur un point de vue occidental qui fait que certaines vérités passent pour des mensonges et des mensonges pour des vérités, quoi. Il y a certaines autres dates et personnages que tu vénères pas mais que tu apprécies. Je pense que c'est surtout Martin Luther King ou bien Malcolm X ou Marcus Garvey. Je pense que ce sont des gens qui ont lutté pour redonner la dignité à l'homme noir. On a quand même expliqué qu'il y avait une supériorité des races. Je veux dire, il y avait quand même toute une culture basée autour de ça pour démontrer qu'il y avait une race supérieure, quoi. Alors que de race supérieure, il n'y en a pas. Il y a une race humaine avec diverses communautés qui sont faites pour vivre ensemble. Mais dis donc, s'il s'appelle Marcus, c'est en hommage à Marcus Garvey. Ah oui, d'accord. C'est pas mal de faire du vélo, non? Tu fais souvent du vélo, toi? Non, jamais. À Paris, bah non, je comprends pas. À Paris, tu t'étouffes. Si tu fais du vélo, t'es asphyxié. Oh là, oh là, oh là, oh là. En vélo, c'est comme en voiture, il faut t'imposer parce que sinon, il ne te laisse pas passer. Là, c'est à gauche, là. Ah, ça, à gauche. À Parme, Lilian semble avoir trouvé une sorte d'équilibre, tant dans sa vie privée que sur le terrain. Avec le club, il a gagné la Coupe d'Italie et une Coupe d'Europe, celle de l'UEFA. C'était juste avant la Coupe du Monde en 98 face à Marseille. Considéré comme le plus grand défenseur du monde, Lilian a reçu les propositions des plus grands clubs européens. Mais contre toute attente, il a choisi de rester. Où il est le rêve maintenant? Mais le rêve. Sans déconner, je me dis, Lilian, est-ce qu'il y a un rêve footballistique? Enfin... Mais j'ai pas de rêve footballistique. Mais bon, je veux dire, ce qui est bien, je pense que moi, le rêve, c'est tous les jours. Je veux dire, il suffit de regarder ma vie. Je suis dans un rêve. Je veux dire, moi, je prends ça comme ça, moi. Ouais, je veux dire, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est un rêve. Je veux dire, jamais j'aurais pu penser à ces choses-là, de gagner la Coupe d'Italie, Coupe de l'UEFA, gagner la Coupe du Monde. Même quand je vois mon nom derrière sur mon maillot marqué Thuram, j'ai l'impression que c'est un autre. Il y a des fois, je suis dans les vestiaires, je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais attends. Je veux dire, même là, aujourd'hui, on est là, Fréquence Star, Thuram. C'est pas possible que ce soit le même qui est en fougère avec ses collègues et tout. Mais c'est pas moi. Simple, sympathique, accueillant, généreux, drôle, Lilian nous a paru avoir toutes ses qualités, en plus d'être un joueur d'exception, très apprécié par son club et évidemment de tous les supporters de Parme.
Pour l'équipe de France, en tout cas, l'aventure continue. En 2002, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en Corée et au Japon. Et tous ont encore envie d'être de la partie. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Là, à la fin de l'année, je vais avoir 29 ans. Ça sera dans 2 ans et demi, j'aurai 31 ans. Pourquoi pas? Ouais, j'ai la motivation en tout cas pour ça. J'ai prolongé mon contrat au Bayern. Et si j'ai signé 4 ans, ça veut dire que j'accepte pendant 4 ans de consacrer ma vie à mon métier et de jouer au plus haut niveau. Parce que si c'est pas le cas, si je suis démotivé, je pars sur la touche, quoi. Faut que je sois à la Coupe du Monde, faut que je sois à la Coupe du Monde. Tu vois, mais il y a toujours des trucs. Après, faut que je sois à l'Euro, après, faut que je sois à l'autre Coupe du Monde. Tu vois, c'est ça le problème. T'essayes des fois d'oublier, mais faut vite revenir. Faut vite revenir parce que tu peux vite, on peut vite t'oublier et tu peux vite t'égarer aussi. En arrivant à Madrid, il y a justement cette envie de gagner beaucoup plus. Ça nous motive davantage. J'ai envie de gagner une autre coupe, ouais. Si j'ai des concurrents à ma place ou ils sont prévenus d'avance, quoi. Il faudra qu'ils se battent, quoi. Il faudra qu'ils la méritent leur place. Ça, c'est sûr. Je reste et je resterai toujours le premier supporter du football français et de l'équipe de France. Merci. What you need